Bien, bonjour mes amis, bienvenue donc à la session numéro 91, le Marçon, sur le thème webinar, donc sur le thème des faux, les fakes, les faux. Alors là, on a vraiment l'embarras du choix, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des faux partout. Alors, je vais faire un tour d'horizon un petit peu de tout ce qui se passe actuellement de ce qui est crédible par rapport à ce qu'il est moins, hein, en essayant un petit peu de discerner donc le vrai du faux, voire, on verra tout à l'heure, le faux du vrai, puisqu'on fait une petite distinction, une petite différence. Alors, on va tout de suite attaquer, si vous voulez bien, donc cette opération. Et voilà, bien. Donc, nous allons suivre en fait un cheminement qui est assez normal, hein, qui est assez classique, que je vous avais envoyé d'ailleurs dans mes messages, hein. D'abord, on va se poser la question sur ce qu'est la vérité. Alors, la vérité, il y a beaucoup de définitions, on va essayer de donner la nôtre, hein. On va se poser la question de savoir si les fakes qui nous envahissent aujourd'hui sont légaux ou pas. En fait, il se trouve qu'il y en a certains qui sont parfaitement légaux, mais je veux dire, il y en a d'autres qui violent un certain nombre de règles qui ne le sont pas. On va regarder la grande famille donc des fakes, parce qu'il y en a toutes sortes, hein, et puis les domaines multiples de la falsification, et plus précisément dans le domaine de la falsification des vidéos, ce qu'on appelle les deepfakes, hein. On va regarder donc les fake news, alors ça vous connaissez bien, on est envahi en permanence par ce machin-là, hein, avec aujourd'hui vraiment, on va dire, une propension à vouloir copier, trafiquer, voyez, interpréter tout ce qui existe pour en faire donc des choses qui sont, disons, très contestables. Bien, on parlera de ces fameuses une technologie qui est apparue il n'y a pas très longtemps donc sur la copie donc des tableaux donc de maîtres, quelque chose qui est assez sidérant, hein. Et puis on va regarder donc à partir des générative AI, c'est-à-dire donc les outils de génération issus de l'intelligence artificielle, on va regarder ce qu'il en est réellement dans la génération des textes. Ça, on sait faire. On le voit depuis ChatGPT, c'est facile. Mais est-ce qu'on est capable d'aujourd'hui de faire un livre complètement? Mon point de vue, c'est que non, on n'est pas capable de le faire avec des moyens qui soient des moyens à peu près crédibles et pas trop importants. On va regarder donc la génération, ce qu'on appelle donc la transformation des images fixes. Ça, c'est une chose que l'on connaît bien. Et on va se concentrer sur la, la méthode. Comment fait-on pour fabriquer donc des fausses vidéos? Et vous verrez qu'il y a plusieurs manières donc de procéder, plus ou moins compliquées. Et qui peuvent donc effectivement donc, coûter plus ou moins cher. On va regarder un certain nombre de deepfakes spectaculaires, hein. Bon, vous les connaissez sans doute. C'est celle d'Obama, de Mark Zuckerberg, mais également de Volodymyr Zelensky, donc le président ukrainien, euh, qui a été la victime d'une deepfake de ce type, hein. On va regarder donc quels sont les outils. D'abord la méthode, comment on fait pour fabriquer ça? Et est-ce que c'est facile, pas facile, hein? On va regarder quels sont les produits qui permettent d'y arriver, hein. Il y en existe maintenant à peu près une vingtaine sur le marché, voilà. Mais on va parler également d'autres formes de faux, c'est-à-dire par exemple le clonage des voix. Je pourrais par exemple aujourd'hui, mais je ne peux pas le faire en temps réel actuellement, tout au moins avec des conditions, avec une qualité qui soit suffisante, eh bien, on pourrait très bien, je pourrais m'exprimer devant vous en empruntant la voix de M. Trudeau ou de M. Macron. Vous voyez, donc, bien, on est capable quand même de faire des choses assez ahurissantes, ce qui est quand même là encore assez inquiétant. Maintenant, on verra quel est le vrai problème. Le vrai problème, voyez-vous, c'est pas encore ce qui se passe aujourd'hui. Faire des vidéos en mettant en scène une personne, une victime, pour lui faire dire des choses qu'elle n'a pas dites, c'est vrai, c'est gênant. Mais à la limite, on est capable d'investiguer et de vérifier que ce sont des faux. Alors que si les opérations se font en temps réel, alors là, ce ne sera plus du tout la même histoire. Vous verrez dans ma présentation que je considère qu'on n'y est pas, que c'est quelque chose qui est très difficile, et malgré la puissance donc des processeurs aujourd'hui, vous savez qu'on fabrique des processeurs qui sont dédiés à l'intelligence artificielle, hein, et en particulier au montage des algorithmes sur des réseaux neuronaux.
puisque ce sont des réseaux neuronaux qui sont utilisés ici, hein. Donc une forme d'intelligence artificielle, mais malgré ça, je veux dire que la marche à gravir est tellement énorme, pour l'instant, on ne sait pas faire. Je crois qu'on ne saura pas faire avant pas mal d'années, sachant que ça, c'est le vrai danger. C'est-à-dire que j'appelle quelqu'un, il me répond, mais ce n'est pas lui, c'est un clone, vous voyez, c'est un artefact virtuel. Ça, on ne sait pas encore faire, mais le vrai danger, à mon avis, donc, il se situera là. Et je ramène toujours ce type de présentation dans le cadre connu donc d'Orwell en 1984, avec le fameux ministère donc Minver, hein, qui est le ministère de la vérité, où tout est trafiqué. Je précise que d'abord, le terme deepfake est en fait une contraction donc de deep learning, hein, et puis de fake, fake qui veut donc dire faux, contrefaçon donc en anglais. On parlera également d'hypertrucage. On utilisera un petit peu les deux termes. Regardez que du point de vue du point de vue des chiffres d'affaires, du point de vue des marchés, le marché mondial, uniquement des fausses vidéos, hein, il passe de 7 milliards donc, de dollars cette année, en 2024, d'après Markets and Markets, il passera donc à 38,5 milliards de dollars. Autant dire que c'est un marché extrêmement intéressant qui, évidemment, intéresse donc beaucoup de monde. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la vérité? Alors, on va voir que cette maîtrise de vérité, à mon sens, va être un problème majeur dans les années à venir. Et d'ailleurs, vous vous en êtes bien rendu compte jusqu'à maintenant. Et à mon avis, ça sera à peu près du même niveau que ce que provoquent les malwares aujourd'hui, c'est-à-dire les virus et autres joyeusetés qu'on trouve sur Internet. Le fait de ne pas être capable de discerner le vrai du faux dans des conditions acceptables de vitesse et à des prix acceptables, ça va être, à mon avis, un véritable désastre parce que ça veut dire que ça entraînera des quiproquos, des erreurs, des malentendus dans le domaine professionnel dont on n'a pas encore idée aujourd'hui. Alors, tout ceci, évidemment, s'explique. Pourquoi? Ça s'explique parce qu'on a fait quand même des progrès incontestables dans le domaine, par exemple, des processeurs, hein. Ce que je disais tout à l'heure, un processeur dédié par exemple, Nvidia ou d'autres, hein, dédié à l'intelligence artificielle, il sera 1 million de fois plus rapide qu'un processeur à usage général de type Intel ou AMD. Vous vous rendez compte? Donc, alors évidemment, ce sont des processeurs avec un jeu d'instructions extrêmement réduit qui ne font que certaines choses qui sont utilisées dans le monde des réseaux neuronaux et de l'intelligence artificielle. Mais alors, ces instructions-là, je veux dire, ils les font très vite. Ce qui fait que ce sont des véritables Formule 1, des bêtes de course, et évidemment, ça va nous poser des soucis, puisque c'est avec ça que l'on va faire ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des fausses vidéos, des fausses news, du morphing, vous voyez, la transformation d'images fixes, voilà, des vrais programmes informatiques, mais je reviens dans quelques instants sur la différence que l'on fait entre les vrais faux et les faux vrais. Il faut donner également une distinction, ce qu'on appelle les shallow fakes et les cheap fakes. En fait, on parle beaucoup dans ce monde-là, mais en réalité, ce sont des techniques qui ne doivent rien à l'intelligence artificielle, mais qui sont simplement des méthodes de montage des informations. Donc c'est plus une technologie, on va dire, issue de la vidéo traditionnelle, hein, plus que on va dire que véritablement de l'intelligence artificielle. Bon. Donc alors, maintenant, donc, on va se poser la question de savoir quelle est donc, c'est quoi la vérité. Alors, c'est une notion qui est très relative, hein, qui, bien entendu, va dépendre de la personne qui va poser la question. Alors, on peut considérer, vraiment très simplement, que c'est la convergence entre l'idée que nous nous faisons d'un concept et sa réalité concrète. Alors, bon, on dit, voilà, à moins 10 degrés, il fait froid. La vérité, il fait froid. Sauf que ce n'est pas forcément la même chose à Paris et à Montréal, puisqu'on n'est pas habitué donc aux mêmes températures. Donc la notion de vérité, elle est relativement, c'est quelque chose qui est relatif, vous voyez.
En plus, ça dépend énormément de l'éducation, la façon dont pense la personne, quelle est donc sa religion, son éducation, tout ça. Ça dépend beaucoup de ça. Et donc, il y a des définitions de cette vérité qui n'est pas la même selon donc les contextes. Bien. Par exemple, alors pour ça que je pense qu'on fait une erreur si on veut regarder les choses d'une manière véritablement précise et complète. Hein. Je pense qu'on fait une erreur lorsque on cherche absolument à ramener tout à nous. On donne des définitions de la vérité qui sont plutôt des définitions humaines. Je dis que la vérité de la richesse, c'est à partir de X millions de dollars. Bon. Mais c'est par rapport à ce que moi je ressens. Est-ce qu'il existe une notion de vérité qui soit véritablement intrinsèque? Ça n'existe pas. Et donc tout cela est finalement question donc d'interprétation. Un avatar, par exemple, un avatar, c'est pas la vérité. Ça ne fait que représenter un modèle. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas aussi une autre vérité? Un avatar, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas une vie, presque une vie propre? Vous voyez, donc c'est aussi une vérité. Un algorithme, c'est pas la vérité non plus. Un algorithme d'intelligence artificielle, c'est pas la vérité parce qu'elle ne fait que simuler un comportement humain. Encore une fois, on en revient donc à la référence à l'être humain qui me semble un tout petit peu dangereuse. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement dans un monde, dans un immense leurre, dans une immense mascarade, où beaucoup, bon, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses donc sont fausses. On peut rappeler donc rapidement les faux produits de marque, les tableaux de maître que j'évoquais tout à l'heure. On voyait donc une technologie qui est apparue déjà il y a quelques années au MIT, mais il y en a eu une nouvelle qui est sortie donc ici ces jours-ci, donc qui est extrêmement récente, qui permet donc de reproduire, mais j'allais presque dire à l'identique, un tableau de maître, un Van Gogh, non seulement dans ses couleurs, etc., mais également dans l'épaisseur des couches de peinture et on va dire dans le relief des couches de peinture. C'est absolument stupéfiant. Et à tel point que les fabricants, puisqu'ils vendent des copies, hein, bien sûr, indiquées comme étant des copies, hein, donc les fabricants sont obligés de produire des formats différents des œuvres d'origine de manière à les distinguer. C'est complètement stupéfiant. J'ai mis ici quelques exemples de la technologie qui s'appelle Repaint, donc MIT, avec 5 buses, 10 encres, finalement une capacité donc de faire des tonalités qui sont quasi infinies. On peut reproduire du Van Gogh comme du Monet, hein. Et puis également donc ce fameux relief qui est reconstitué par ce qu'on appelle une technologie de half-toning. C'est quand même assez stupéfiant. Et il y a aussi les faux médicaments, les faux vêtements, les faux diplômes. Il se dit que 30% des curriculums vitae aujourd'hui sont faux. Ouais, donc le mal est quand même profond. Autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les fakes qui nous envahissent donc sont-ils légaux? Moi, je pense que non. Enfin, pas tous, tout au moins. Tout dépend de l'usage que l'on va faire donc de ces fakes et s'ils respectent ou non un certain nombre de contraintes. Alors, par exemple, ça sera la plupart du temps, donc, lorsqu'il y a des cadres juridiques dans les pays, c'est souvent l'accès aux données personnelles, c'est avoir l'autorisation de produire cette copie, hein, vous voyez, qui utilise et qui exploite donc ces données personnelles. C'est donc l'obligation de ne pas diffamer les personnes représentées. Mais vous savez, diffamer, ça veut dire quoi aussi? Quand vous faites dire à quelqu'un une phrase qu'il n'a pas dite, ça c'est répréhensible. Mais est-ce que la phrase en elle-même est forcément diffamatoire? C'est très contestable, c'est très interprétable. Et donc il y a actuellement, il y aura d'ailleurs des actions en justice de plus en plus nombreuses. Est-ce que le fake respecte les droits de propriété intellectuelle? Alors, très vite, parce que ce n'est pas l'essentiel de notre sujet, la plupart des pays aujourd'hui, mais d'une manière extrêmement désordonnée, essayent quand même d'établir un cadre, on va dire un cadre légal, dans lequel ces faux pourraient donc s'exprimer. Alors la Chine, par exemple, depuis 2020, interdit tout contenu qui ne mentionne pas l'usage de techniques de mascarade. Bon, on sait ce qu'il en est, hein, j'en dirai pas plus. Aux États-Unis, il y a un projet de loi fédéral
il y a quelques années, qui prévoyait une peine de 10 ans de prison, mais qui n'a jamais été votée. Alors ça revient maintenant, hein, il y a une nouvelle loi qui est en gestation, donc qui s'appelle Défiance aux États-Unis, qui permettrait donc d'attaquer en justice donc les auteurs de deepfakes, donc ce sont les vidéos ici, hein, à caractère sexuel ou pornographique. Bon. Euh, alors, il y a des États américains également, hein, qui ont leur propre législation. Au Canada, il y a le projet donc le numéro 730 de l'Assemblée nationale qui interdit la distribution donc de faux médias malveillants qui ciblent, alors c'est très précis, hein, qui ciblent un candidat à une fonction publique dans les 60 jours qui suivent son élection. Ça veut dire que peut-être que le 61e jour, on peut dire n'importe quoi sur son compte et fabriquer donc des vidéos sur son compte. Bon. Twitter a annoncé également qu'il interdisait donc les deepfakes, mais il a des moyens d'ailleurs pour essayer de déterminer s'il s'agit réellement d'un deepfake ou pas, hein. Et puis donc en 2022, Google donc avait modifié les conditions d'usage de sa plateforme donc Jupyter Notebook et l'a interdit pour fabriquer donc des fausses vidéos. Alors quelque part, donc, on voit bien que tout le monde essaye un peu de se mettre en règle par rapport à la législation, mais je vous le disais tout à l'heure, le mal quand même est très profond aujourd'hui et il y a quand même un long chemin à parcourir avant d'arriver à quelque chose qui soit pas contestable, et crédible, hein. Alors, la grande famille des fakes. Alors, j'ai regroupé sur ce dessin, ce schéma, tout ce que vous pouvez trouver aujourd'hui à peu près. Alors, vous me direz, c'est là où il y a une distinction entre les vrais faux, ceux qui s'assument en tant que faux, et puis les faux vrais, c'est-à-dire qui sont des vrais, mais fabriqués pas par vous. Or, comme on ramène tout à l'être humain, si c'est pas nous qui fabriquons, donc c'est forcément une supercherie. Vous voyez, c'est ça l'idée, hein. Alors, vous avez donc les fake news en tout genre. Alors, on va insister quand même un peu dessus, parce qu'entre nous, il y en a quand même certaines qui sont quand même assez croustillantes, hein, c'est moins qu'on puisse dire. L'organisation de faux événements, bon, ça c'est, vous voyez, des clips audio qui sont très faciles à construire aujourd'hui. La technologie est bien maîtrisée, hein. Je vous disais tout à l'heure, je peux faire cette présentation avec la voix de M. Trudeau. Je ne vois pas l'intérêt, hein, mais bon, pourquoi pas. Ce qu'on appelle le défaçage ou le defacing, c'est le fait de modifier, donc de faire des fakes avec des vrais sites Internet. En général, c'est très facile. Et vous avez même des langages de programmation qui sont particulièrement sensibles à ce genre d'opération, hein. Je pense à PHP. Le secret, c'est par exemple, est-ce que lorsque vous vous connectez par une URL à un site Internet, est-ce que le site Internet va répondre sur la syntaxe, j'allais dire HTML ou PHP, de la commande que vous émettez? Si par exemple, je lui dis bonjour tout le monde et que je mets ce bonjour tout le monde entouré par le B pour bol et puis barre oblique B, si le site Internet se contente de m'afficher bonjour tout le monde, tout va bien. Mais s'il me l'affiche en gras, ça veut dire qu'il a interprété le B et le slash B, donc d'HTML. Et c'est bon, c'est une forme, à d'autres, hein, c'est une forme, donc on va dire, de pénétration, parce qu'à ce moment-là, on peut faire des choses par le site qu'il n'a donc pas prévu. C'est quelque chose qui, bon, ce sont des fakes, hein, des sites qui deviennent donc des fakes. Les livres, alors on fait des livres, hein. Moi je pense qu'on verra bientôt, donc c'est pas encore possible de fabriquer, à mon avis, donc un livre. Attention, faire un livre comme ça, in abstracto, c'est faisable. Mais faire un livre à la mode de Zola ou d'un autre auteur, alors là c'est beaucoup moins évident et il ne faut pas peut-être aller trop vite. Bon, des fausses vidéos, bien entendu, on y reviendra. Les vrais programmes, alors pourquoi est-ce que je fais la distinction entre les vrais faux et les faux vrais? Les vrais faux, c'est quand je fais une fausse vidéo. Bien, j'assume donc le fait, vous voyez, je fais un faux. La vérité, c'est que je fais un faux. Bien. Par contre, si j'écris un programme ou j'écris un programme par une intelligence artificielle, par un algorithme d'intelligence artificielle, mais que ce programme est généré par un algorithme, en fait, je fais un vrai programme, mais comme il n'est pas fait par un être humain, c'est donc une supercherie. D'un côté, vous avez les vrais faux, et de l'autre, vous avez les faux vrais.
Évidemment, ça ne contribue pas donc évidemment à alléger et à simplifier donc le paysage. Les chansons, ça fait partie également donc de ce monde-là, hein. On y reviendra parce on va vous les montrer. Puis le morphing, hein, donc le fait de transformer un visage en quelque chose d'autre, un autre visage, c'est quelque chose qui est relativement facile. Entre nous, qui n'a pas beaucoup de succès. Encore heureux d'ailleurs. Mais vous avez comme ça toute une série, on va dire, de possibilités de pratiquer donc le faux à grande échelle. Et c'est vrai, comme c'est impossible de s'y retrouver. Et je vous précise que sur votre écran, le personnage avec les cheveux hirsutes est un faux, puisqu'il a été généré par un outil de génération automatique d'intelligence artificielle. Donc, il n'existait pas. Il a été généré. Alors, on peut considérer que c'est un faux. Mais vous voyez, c'est un vrai faux. Bon, ou un faux vrai. On va pas trop épiloguer donc là-dessus. Alors, dans quel domaine est-ce qu'on va trouver donc l'usage de ces malversations? Alors, si on prend le cas de la falsification vidéo, qui est quand même aujourd'hui la plus ennuyeuse, alors j'ai retenu un certain nombre donc de situations, on va dire de domaines, et de la même manière que tout à l'heure, l'image qui est au centre, pareil, à partir d'un prompt, vous savez, un prompt, c'est une façon de demander quelque chose, eh bien, elle a été générée par un algorithme. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus. Hein, et ça, c'est bon. Alors, on peut ne pas aimer, hein. C'est vrai qu'on les reconnaît des fois à 50 mètres, hein, c'est pas compliqué. Mais ce sont des faux, mais qui sont générés par de véritables outils. Et on retombe donc dans les faux vrais, pardon. Alors, on a vu des exemples. D'abord, la télévision. À la télévision, l'usage donc de la falsification vidéo. Je pourrais citer le cas d'une émission donc d'une chaîne de télévision française qui est donc TF1, avec une émission qui s'appelle C'est Canteloup, avec un personnage que vous voyez ici, euh, qui s'exprime, en fait c'est un imitateur, qui s'exprime donc avec le visage donc d'hommes politiques, de sportifs, etc. Entre nous, c'est remarquable, remarquable. Et ça se fait depuis 2019. Alors, bien sûr, on voit bien que ce n'est pas tout à fait la réalité. En plus, c'est un jeu, c'est une émission donc amusante, hein. Mais quand même, derrière ça, à cette chaîne de télévision, vous avez des ordinateurs qui tournent et qui vous font des calculs, parce que pour calculer ça, ça n'a rien d'évident. Même une séquence qui va durer 30 secondes, je peux vous assurer qu'il faut quand même de la puissance de calcul. Un autre exemple sur la télévision, ça a été celui donc d'une émission, toujours en France, un feuilleton français qui s'appelle Plus belle la vie. C'était pendant le Covid, et l'une des actrices a été donc recensée comme étant covidienne, si je puis m'exprimer ainsi. Donc elle ne pouvait plus tourner. Alors ce qu'ont fait donc ce qu'a fait le metteur en scène, donc il a tourné, mais avec un autre personnage. Et ensuite, à la production, en post-production, si vous préférez, ils ont remplacé donc l'image de l'autre comédienne par celui de la véritable comédienne. Et personne ne s'est rendu compte du remplacement. Dans le domaine politique, bon, évidemment, c'est utilisé pour la déstabilisation donc systématique, hein. Alors les champions du monde dans ce domaine, bien sûr, c'est les Chinois et les Russes, mais les Américains ne sont pas mauvais non plus, hein, dans ce domaine. En pornographie, vous savez, dès qu'il y a du faux quelque part, la pornographie n'est jamais très très loin, hein. Ça a quand même été assez dramatique. La construction, le remplacement de visage plutôt, la première forme de fabrication donc de fake vidéo, ça a été mettre en scène donc des personnages connus dans des situations, on va dire, un peu abruptes, donc pornographiques. On a eu l'exemple de Gal Gadot, il y a eu Scarlett Johansson, ça a fait quand même. C'est quelque chose quand même qui est vraiment d'épouvantable. C'est un véritable viol, hein, et donc il faut essayer de se protéger donc, au maximum donc, contre ça. Dans le domaine de la publicité et du marketing, là, on est dans des choses qui sont à la limite tout à fait normales. On peut très bien faire des choses cohérentes sans violer personne, hein. Vous voyez? Et donc, on a un champ d'application de ces deepfakes absolument colossal. D'ailleurs, c'est déjà le cas donc, actuellement, hein. Et vous voyez que la compétence de fabrication de ces deepfakes, qui n'a rien d'évident, hein,
eh bien, est quelque chose de très couru maintenant, parce qu'on a besoin de ces gens-là, comme on avait besoin avant de graphistes, vous voyez, maintenant il nous faut des fabricants de deepfakes. En matière d'histoire, là encore, c'est quelque chose de très intéressant. Alors attention, deux manières de faire. La première, c'est l'illustration d'événements historiques. Là, c'est parfait. On a vu récemment une magnifique présentation de l'histoire de Champollion, celui qui a découvert donc les hiéroglyphes égyptiens, avec un mélange, on va dire, d'images, et de vraies images et de fausses images, histoire d'illustrer un peu mieux le propos, sachant que c'est pas très évident déjà à comprendre comment fonctionnent les hiéroglyphes. Voilà, si en plus vous avez un discours abscon et incompréhensible, alors là on comprendra plus rien du tout. Là, ça permet d'illustrer les choses. Et c'est vrai que à l'école, à l'enseignement, ça peut être très intéressant d'illustrer des séquences, par des séquences vidéo, donc des éléments historiques. Voilà. Ça permet bon, peut-être d'apprendre un peu mieux. Cela dit, il ne faut pas l'utiliser pour travestir la vérité historique, pour désinformer, comme c'est souvent le cas. Je prends le cas des Russes. Vous avez en Russie actuellement beaucoup de fausses vidéos qui expliquent que la Russie a gagné la guerre 39-45, qu'il y a eu vaguement quelques Américains, Canadiens et autres Anglais qui étaient là, mais que c'était les Russes, grâce à Stalingrad. D'ailleurs, c'est un peu vrai hein, de ce côté-là. C'est eux qui ont gagné la guerre. Donc, ils ont transformé complètement l'histoire. Ce qui veut dire que les vidéofakes, les deepfakes, vont être utilisés à la fois dans l'histoire, à la fois pour faire de l'illustration, ce qui est une bonne chose, mais également à des fins, on va dire, de désinformation. Alors les fausses chansons que j'évoquais, j'avais déjà évoqué ça lors un précédent webinaire. Il y a une chanteuse belge qui s'appelle Angèle, qui a été très étonnée de s'entendre chanter sur Internet une chanson qu'elle n'avait jamais chantée et qui a été écoutée, tenez-vous bien, près de 6 millions de fois. Ahurissant. Elle a ensuite enregistré la chanson, mais cette fois-ci réellement. Et quand on compare les deux, c'est impossible de faire la distinction. Sauf par les grands spécialistes qui pourront peut-être me dire, là, il y a un petit détail que, mais en fait, pour une personne, un auditeur normal, standard, donc c'est pas possible. Alors, il y a une autre chose. Il y a quelques mois, vous savez, en France, il y avait un chanteur qui s'appelait Johnny Hallyday, qui est mort donc il y a quelques années donc maintenant, et ils ont sorti deux fois deux albums différents en construisant donc sur une partition et sur donc un texte, en collant donc on va dire les sons du chanteur en question. Et le résultat est absolument là encore stupéfiant. Et donc, ce qui veut dire que bah, vous pouvez faire revivre comme ça tant que vous voulez, hein, donc des personnages qui sont morts, et ça vous ouvre, quand on y réfléchit bien, quand même des horizons, on va dire des horizons mercantiles, hein, des horizons donc financiers très intéressants. Et il est évident que toutes les maisons de disques, tout le monde va se servir de ça pour produire des choses qui seront donc des fakes. Et enfin, le dernier élément que je voulais vous signaler, c'est celui du cinéma hein, et du domaine artistique en général. Ça rejoint d'ailleurs un petit peu celui de la télévision. Alors, il y a eu l'affaire donc d'Ornella Muti, donc une italienne qui avait été mise en scène dans un film qu'elle n'avait jamais joué. Mais surtout, ce que j'ai trouvé assez sidérant, un cinéaste russe, hein, c'était en 2022. Le cinéaste s'appelle donc Sokurov. Et il a produit donc des scènes dans un outil qui s'appelle donc Fairy Tate, dans lequel il mettait en scène donc quatre personnages. Mussolini, Hitler, Staline et Churchill. Et ce sont des personnages réels qui discutent, vous voyez, en prenant le thé, et qui font des choses, et qui refont le monde un peu à leur convenance. Mais en plus, c'est vraiment du point de vue de la qualité du résultat, c'est étonnant. Alors, bien sûr, derrière, il y avait énormément de ressources machines pour appuyer donc cette opération, mais moi, ça m'inquiète quand même, parce que ça veut dire que demain, je ne serai même plus capable de discerner le vrai du faux, hein, ce qui est le titre finalement de ma présentation. Bien, vous voyez donc des domaines d'usage on va dire, des deepfakes. Alors, maintenant, regardons de plus en détail certains de ces aspects.
Alors d'abord, le défacement. Le défacement, je vous avais dit un petit peu la technique qui pouvait être utilisée. Alors en 2020, le site internet de la librairie de la US Library Program donc, a été modifié par des hackers iraniens avec une image que vous voyez ici sur votre écran hein, de Donald Trump et un message de vengeance. Il y a eu également, bon, je prends quelques exemples, il y en a eu des centaines, hein, le site donc du forum Bitcoin, qui lui aussi a été défacé, si on peut utiliser ce néologisme, par un hacker qui avait exploité une faille en passant par une injection SQL. En fait, c'est une requête SQL qui a été modifiée. Et donc, il a réussi à dire, mais ça, vous avez d'ailleurs le texte sur votre écran, hein, Bitcoin, mais j'en ai jamais entendu parler. Bon. Alors, c'est quelque chose qui bon, se remarque. Mais d'ailleurs, vous savez, on va dire les criminels, entre guillemets, donc, qui pratiquent, on va dire, le défacement de sites Internet, ne veulent pas se cacher, là. Hein, en général, ils veulent au contraire qu'on sache que lui, le hacker, a donc modifié cette page pour faire passer donc un message. En général, les pages d'accueil, donc, elles sont souvent blanches ou carrément toutes noires. Hein, ouais. On voit apparaître assez souvent le mot hacked. Donc, votre site a été hacké. On trouve une image qui affiche des revendications de celui qui a fait le défacement, hein, des symboles de mort, un drapeau d'appartenance du hacker à une communauté, etc. Parfois, il y a des phrases, alors bien sûr des insultes envers les États, aussi des insultes pour les défaceurs concurrents, hein, et puis quelques revendications donc spécifiques. Bon, etc. Donc, oui, ça, c'est quelque chose qui est connu. Je vais expliquer que finalement, c'est relativement simple pour faire ce genre de choses. Et pour être très franc, je l'ai pratiqué au titre de la démonstration, pas pour faire des dollars. Hein. On peut penser également que ce qu'on appelle la stéganographie. La stéganographie, c'est le fait de modifier une image pour lui faire embarquer quelque chose. En général, ce sont des programmes que l'on va mettre dans l'image et on se sert comme ça du premier bit, éventuellement du deuxième bit, de chacune des couleurs, de chacun des pixels, et ça fait plusieurs millions donc de bits pour embarquer du code, voire autre chose. Et finalement, quand vous faites de la stéganographie, eh bien vous faites un fake. Sauf que ce n'est pas marqué sur le fronton, ceci est un faux. Non. Et vous téléchargez votre image sans le savoir et vous polluez donc votre machine. Mais on peut considérer que c'est une forme, on va dire, de défacement. Alors, les fake news, j'en ai trouvé quand même quelques-unes, quand même. Il y en a des millions aujourd'hui. Alors, simplement pour se détendre, hein. Alors, quelques exemples. Blackout au Vatican. Le pape François a été arrêté et fait l'objet de 80 chefs d'accusation, dont le trafic d'enfants et d'êtres humains. Un autre, la drogue Cloud9 rend cannibale. Je ne savais pas qu'on pouvait devenir cannibale. Un autre, les personnes entièrement vaccinées donc développent le syndrome du sida. Alors, au moment du Covid, évidemment, c'est un peu gênant si vous lisez ça. Et le vaccin contre le Covid-19 contiendrait des puces électroniques 5G hein, pour nous tracer et nous ficher. En fait, quand vous prenez votre vaccin contre le Covid, eh bien, à partir de là, vous êtes pucé et suivi comme un GPS. Je vous ai mis sur cette page, donc en fait, un certain nombre on va dire, de familles d'outils de dénigrement, hein, d'outils de fake news, hein, désinformation, propagande, complotisme, etc. Ceci donc explique un petit peu le découpage que l'on peut trouver là-dedans. Et le plus amusant m'a semblé en tout cas, c'était une fake news qui disait que le roi Charles III a eu la tête bloquée par la couronne, ce que montre donc cette image, et se serait débattu sauvagement hein, pour s'en débarrasser au moment donc du couronnement. Bon, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont du temps à perdre, hein, je veux bien, mais bon, au moins celui-là, il avait le sens de l'humour, il est très probablement d'ailleurs britannique. Bon, alors, du côté des livres, je vous disais tout à l'heure que je suis assez sceptique sur la capacité que nous avons aujourd'hui à fabriquer des livres complètement. Alors, il y a trois manières de fabriquer, donc, de générer, on va dire, des phrases et du texte à destination donc d'un livre. Euh, les premiers outils, ce sont des outils qui sont en fait on va dire des aides à l'écriture.
Moi, j'appelle ça une espèce de super Word, mais qui vous aide non seulement dans l'écriture avec un contrôle grammatical de ce que vous faites ou de la ponctuation, mais également dans la structuration de vos textes. C'est pour ça que c'est pas que du Word, non, ça va quand même beaucoup plus loin. Il y a un outil qui est très connu dans ce domaine qui s'appelle Scrivener, qui est probablement l'un des les plus, en tout cas réputés, hein, considérés comme la Rolls donc dans ce domaine qui est extrêmement complet. Ça, c'est un premier domaine, mais disons qu'il n'est on n'est pas dans les faits, dans les faits. Le deuxième usage, on veut fabriquer un, un texte, un livre, in abstracto, c'est-à-dire sans référence à qui que ce soit. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est quand même faisable, parce qu'on n'est pas contraint par des choses très, très, très précises. Et puis, vous avez les véritables générateurs de livres. C'est-à-dire que moi, je veux écrire un livre demain à la manière de Victor Hugo et Les Misérables pour raconter quelque chose, un livre qui racontera quelque chose. Alors là, c'est très différent. Et c'est pour ça qu'il faut faire la distinction avec le cas précédent où on ne fait pas référence donc à un auteur. Et donc, pourquoi? Parce que écrire à la façon d'eux, ça veut dire il faut structurer les phrases comme lui, il faut utiliser les mêmes mots que lui, il faut connaître ses goûts hein, de manière à ne pas faire d'impair. Est-ce qu'il utilise ou pas les langues étrangères? Quel est l'usage qu'il peut faire de la grammaire? Il y a des gens qui ne se servent jamais des points-virgules, par exemple parce qu'ils n'aiment pas ça. Ou quel est l'usage, donc, globalement, dans la ponctuation? Quels sont les trucs qu'il utilise, par exemple, chez Agatha Christie, pour maintenir le suspense ou l'intérêt? Comment se fait le découpage, et en particulier la fin, qui en général est mal ficelée, hein. Bon, on va donc construire, et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent. On va construire finalement un référentiel des techniques utilisées par l'auteur et on va utiliser ça pour quoi faire? Ben pour produire on va dire un livre nouveau. Alors ça, on ne sait pas faire aujourd'hui. On sait faire des livres in abstracto, sans référence, mais des livres comme ça c'est une autre paire de manches. Alors c'est vrai qu'on a quand même des outils qui nous permettent de ne pas nous faire avoir, hein. On voit des choses qui ne sont pas très normales, la répétition de certains mots, des maladresses dans la formulation, voire carrément des formulations qui n'ont vraiment aucun sens, hein. Des discordances entre les informations dans le même texte. Ça arrive souvent. D'ailleurs, on l'a vu très vite avec ChatGPT, hein, des erreurs grammaticales, etc. Donc, vous voyez, la génération des livres, on le fera sans doute un jour, mais il faut être motivé pour ça. Hein. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de faire un livre à la mode de Shakespeare sur un thème donné aujourd'hui? Mais quel est l'intérêt? Je pense qu'il n'y en a pas. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de progrès, si on peut parler de progrès, dans ce domaine. Alors, il y a des outils. Euh, c'est surtout destiné donc aux gens, aux journalistes, aux professeurs, aux étudiants, aux gens qui veulent s'assurer que les textes qu'ils utilisent sont des textes corrects. Alors, il y a quand même un grand nombre d'outils qui existent maintenant. Quand je dis correct, c'est-à-dire ne pas créés par une intelligence artificielle. C'est ça que ça veut dire. Alors, je vous en ai mis ici la liste, hein. On a à peu près donc une dizaine. Alors, ils sont plus ou moins intéressants. Il y en a même un qui a été fabriqué par OpenAI, qui est quand même à l'origine donc de ChatGPT. Vous avez Writer, vous avez CopyLeaks, vous avez GLTR, vous avez tout un tas. À vous de vous faire une opinion. En général, ils ont des taux de réussite qui vont entre 80 et 100%. Donc, c'est quand même pas mal. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas passer votre vie à vous demander si le texte que vous lisez est un vrai texte ou pas. C'est pas possible. Donc, c'est faisable dans certaines situations et vous avez ici donc un certain nombre d'exemples de logiciels qui vous le permettent. Les images fixes, c'est donc la fameuse substitution. Les images fixes, donc la fabrication d'images fixes fausses, hein, ça remonte aux années 90, qu'on appelait auparavant donc le morphing, ou en français le morphose. Hein. Ne pas confondre d'ailleurs avec le morphisme mathématique, qui témoigne, lui, d'une similitude mathématique relative entre des objets mathématiques. Alors, les mathématiciens m'ont compris, il n'y a pas de souci, mais on ne parlera pas là de morphing, c'est pas la même chose. L'idée, là, c'est de remplacer donc un visage par un autre, mais sur une image fixe, ce qui n'est pas du tout pareil, bien sûr, que pour une vidéo, on fait une substitution. Alors, comme ça remonte aux années 90, 90-2000, hein, c'est vrai que ça a étonné quand même pas mal de monde.
Mais dans la pratique, finalement, une fois qu'on l'a fait une fois, on s'est bien amusé, on ne l'utilise pas très souvent. Et vous remarquerez sur les exemples que je vous ai mis ici sur mon écran, vous remarquerez que finalement, ça marche bien lorsque les visages sont à peu près les mêmes. Enfin, pas les mêmes, mais disons assez proches les uns des autres. Voyez. Donc, voilà, il fallait signaler la fabrication d'images fixes. C'est une forme donc de fake. Alors maintenant, il est beaucoup plus intéressant de s'intéresser, donc passer du temps sur la fabrication des fakes vidéo. Alors, là encore, il y a, un peu comme pour les textes, deux manières donc d'aborder le sujet. Soit vous voulez insérer un personnage connu dans une vidéo, mais pour le mettre dans une situation scabreuse, la plupart du temps d'ailleurs pornographique, hein, soit vous fabriquez une séance from scratch, partant de zéro. Hein, là, vous n'avez plus de référence à une autre vidéo. Donc c'est un petit peu la même idée. Alors, dans le premier cas, donc je vais vous montrer un petit peu la technique que l'on va utiliser pour ça. Eh bien, on va essayer d'analyser, on va dire, les différents visages de la vidéo source pour pour les faire coller avec les vidéos d'arrivée. Bon. Et puis, la deuxième solution, ça va être de fabriquer quelque chose de complètement différent. Hein, on va fabriquer une vidéo, mais là encore, il faudra des moyens, fabriquer des référentiels, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Tout ça, bien entendu, utilise donc des technologies aujourd'hui très avancées. D'abord, l'analyse d'images, qui là encore a fait beaucoup de progrès, la reconnaissance de formes dans les images grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, la constitution d'éléments audio de référence, parce que c'est pas tout, éventuellement de transférer donc des images, on peut également les faire parler, ou leur faire pousser des cris, je ne sais pas. Hein. On utilisera des techniques, par exemple, telles que le GAN, ce qu'on appelle aussi des réseaux antagonistes génératifs. C'est vraiment une technologie spécifique du monde de l'intelligence artificielle. Et bien entendu, on fera de l'apprentissage profond avec des réseaux neuronaux, de réseaux neuronaux profonds, hein, apprentissage de type deep learning, et on utilisera également la technologie des auto-encodeurs, et donc c'est une technologie propre à l'intelligence artificielle. Sur ce schéma, vous avez finalement le secret de ce que vous trouvez dans la fabrication des vidéos. Alors, vous avez deux schémas. Vous en avez un en haut qui consiste, vous avez une première vidéo de départ. Alors, vous voyez, je me suis pris moi-même, hein, c'est une vidéo d'une de nos formations, et j'ai pris en arrivée une vidéo de M. Trudeau. Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon objectif, c'est de remplacer donc le visage de M. Trudeau par le mien dans la vidéo finale, celle que vous la voyez à droite. Bien. Comment ça se passe? Eh bien, dans la vidéo de départ, ce qu'on appelle la vidéo source, on la découpe, enfin, c'est l'outil hein, qui va vous la découper en séquences d'images individuelles. Ensuite, sur chacune des images, il cherche les visages qui pourront être réutilisés, pour lesquels il va définir ce qu'on va appeler des points d'expression, c'est-à-dire des points du visage, en général, c'est entre une centaine donc, de points par visage, qui sont impactés lorsque la personne dit quelque chose. Il y en a qui clignent des yeux, d'autres qui regardent à droite, d'autres qui regardent à gauche, etc. Donc vous avez comme ça des mouvements et il faut donc associer ces mouvements à l'expression orale et donc les faire coller surtout avec la vidéo d'arrivée. On fait la même chose avec les vidéos d'arrivée, on les découpe en images individuelles, on recherche les visages à remplacer et ensuite on a donc une correspondance entre les visages sources, les visages d'arrivée, on les aligne. Pourquoi? Parce que si ma tête est toute petite, elle va être minuscule au-dessus du corps de M. Trudeau, ou si elle est trop grande, ça n'ira pas. Il faut donc les aligner. Alors, il y a différentes façons. Et les logiciels vous font ça très bien. Alors, c'est ce que j'ai fait ici, sauf que vous remarquerez quand même une chose, c'est que je n'ai pas enlevé la cravate de M. Trudeau. Mais au fond, c'est ça. Et si j'ai bien fait mon travail, lorsque j'exécute ma vidéo, après différents apprentissages de type réseau neuronaux, eh bien, j'ai quelque chose qui est parfaitement crédible. Et si vous n'êtes pas en position défensive à vous dire, ouh là là, il y a un risque de tomber sur une fausse vidéo, parce qu'on ne peut pas être tout le temps comme ça, bien vous allez l'avaler sans problème. Hein. Bon, deuxième cas,
je ne cherche pas, disons, à fabriquer une vidéo, enfin modifier une vidéo qui existe, hein. Alors là, je pars d'une vidéo qui est toujours celle de Monsieur Trudeau, qui est ici, hein, et je veux lui faire dire des choses que, bien entendu, il n'a pas dites. Alors, je me constitue donc une bibliothèque d'éléments audio qui sont spécifiques de cette cible, hein, la façon de parler, les phonèmes, comme on dit donc, en technologie sonore, hein, les mouvements spécifiques donc, du corps. On retombe sur ce qu'on appellera donc les points d'expression, hein. On fait un découpage de la séquence vidéo en images individuelles. On élabore donc les points d'expression et on fait une correspondance entre l'audio et les points d'expression. Et ensuite, on fait une génération des mouvements du visage avec des éléments audio. Vous voyez, donc à partir de là, s'il dit un mot, Québec, eh bien, il faut que son visage bouge d'une certaine manière, parce qu'il s'exprime comme ça, monsieur Trudeau. Bon, vous avez bien compris que c'est une. J'ai pris un exemple. Eh bien, alors ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais donc partir d'un texte que je vais découper en éléments. Chacun des éléments, eh bien, je vais le faire correspondre à, on va dire, à un ou plusieurs donc, points d'expression du visage et on va le modifier, on va bouger les lèvres, on va bouger les yeux. Et résultat, je vais avoir une vidéo au début, ça sera n'importe quoi, mais par apprentissage, grâce à mes réseaux neuronaux, j'aurai quelque chose qui sera de plus en plus, on va dire, crédible, au point d'avoir quelque chose qui sera vraiment très sérieux. Dans ce cas, mais c'est le même problème d'ailleurs que nous avons avec les textes et les livres, la constitution des bibliothèques de départ est très longue. Ça peut demander plusieurs semaines. Et donc, il faut être motivé également pour le faire. Mais au bout du compte, j'ai réussi mon coup, c'est-à-dire que M. Trudeau nous dit tout à fait simplement, le Canada rachète les Américains, les USA, sauf le Texas. Voilà. Bon. Euh, on est capable de faire quand même n'importe quoi, mais à condition d'être motivé, je vous dis, et puis surtout, encore une fois, d'avoir les moyens de le faire. Là, on est donc dans les vidéos. Alors, j'ai pris quelques exemples ici. Alors, j'espère que vous allez l'entendre. Alors, ici, il n'y a pas de son, mais Volodymyr Zelensky, voilà une vidéo qui est celle qui avait été lancée par les Russes à peu près 15 jours après le commencement de l'invasion de l'Ukraine pour annoncer la reddition donc, de l'Ukraine. Mais on remarque sur cette vidéo que le corps est statique, bouge pas, que le cou est trop grand. Bon, et que le comportement global, ce qui est assez souvent le cas d'ailleurs avec ces vidéos trafiquées, eh bien, manque de vie. Bon. On a eu également un très célèbre cas de Barack Obama. Barack Obama, on va l'écouter. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a dit que le président Trump est un, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un gros connard, hein, c'est le terme qu'il a utilisé. Et puis vous avez Mark Zuckerberg, alors lui, on va également donc l'écouter. Alors, bien sûr, ils n'ont pas dit ça, hein, En gros, en gros, ce qu'il dit, imaginez ça une seconde, un homme avec le contrôle total des données, ça veut dire en gros quoi? Ça veut dire que moi, Mark Zuckerberg, eh bien, j'utilise vos données et j'en fais un trafic et un commerce illicite. Évidemment, il n'a pas dit ça. Alors vous comprenez que ça, on sait faire. Alors, bien sûr, il faut être motivé. Je ne sais pas pourquoi ces gens. On comprend bien pour Barack Obama, et également pour Volodymyr Zelensky, mais beaucoup moins donc pour Mark Zuckerberg. On sait faire des vidéos, donc on va dire presque des vidéos, euh, presque des podcasts, vous voyez, mais d'une manière différée. Et on a un exemple donc, qui s'est produit, dont j'avais déjà parlé, qui est un exemple qui est assez significatif, c'est celui de l'arnaque de Hong Kong, il y a quelque temps. C'est une réunion qui a été montée avec 6 personnes, parmi lesquelles il y en avait une qui était vraie, mais les 5 autres étaient des algorithmes et des avatars. Mais alors, tellement bien représentés que la personne, c'était des gens du staff, hein, donc du management, et la 6e personne n'était pas du management, donc était dans une position, on va dire, un peu inférieure par rapport au management, ce qui l'a empêché d'interrompre la présentation des autres personnes. Il y avait entre autres son directeur financier qui demandait que lui vire, donc fasse des virements, de 15 virements pour un total de 26 millions de dollars américains.
Donc ça paraissait parfaitement crédible, c'était bien son patron qui était là, il lui dit de faire des virements, il a fait des virements et ça a coûté donc 26 millions donc, de dollars. Alors, évidemment, vous comprenez que ce n'est pas très agréable. Encore une fois, je le comprends, parce que on ne peut pas être en permanence dans une situation donc de défense, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être toujours en train de vous dire j'ai affaire à un faux, ce n'est pas possible. Donc ce genre de choses, à mon avis, va se reproduire relativement souvent. Alors, lui, on ne peut plus l'arrêter, hein. Alors, quelques outils maintenant donc, de fabrication. Alors, des vidéos de ce type, vous en trouvez énormément, hein. Actuellement, avec la situation internationale et les tensions qu'il y a un peu partout, évidemment, c'est une arme qui est extrêmement utilisée. Mais là, la motivation, elle est réelle, c'est-à-dire que ce sont des belligérants qui veulent attaquer les autres, mais également dans le domaine commercial. Vous savez, si vous on l'a bien vu d'ailleurs au moment des élections avec M. Trump contre Mme Hillary Clinton, eh bien, on a vu donc des fausses informations, des fake news qui avaient inondé. Alors, on a bien vu que c'était des fake news, mais le mal était fait. Et là, si vous avez de nombreuses vidéos que l'on peut fabriquer maintenant d'une manière relativement simple, avec les outils dont on va parler maintenant, à des prix qui sont abordables, ça laissera toujours des traces. Et donc, ça sera forcément très utilisé. C'est pour ça que je me disais dès le départ, est-ce qu'on peut se protéger contre tout ça? Moi, je ne crois pas, parce que les motivations sont puissantes, hein. Et donc, je pense que même la loi n'y change rien, hein. Sauf peut-être une loi qui serait une loi universelle, mais là, on en est très loin. Donc, il existe aujourd'hui un certain nombre d'outils qui sont bien faits. Alors, je vous dis tout de suite, ce ne sont pas les plus faciles à utiliser, hein. Il faut quand même avoir des connaissances en vidéo, connaissances en programmation, connaissances en intelligence artificielle. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais on peut sous-traiter et demander de faire des choses, d'utiliser ce genre d'outils. Alors, c'est souvent d'ailleurs des outils qui sont destinés à un usage, non pas pour la fabrication, mais pour l'affichage des smartphones, donc iOS et Android. Vous avez Lensa, vous avez Deepfakes Web, vous avez FaceSwap Live, vous avez Deep Art Effects, vous avez Face Magic, c'est un outil qui est très connu, hein. Vous avez également Deep Face Lab, qui est l'un des plus connus également. Vous avez Face App, vous avez Reface, vous avez toute une série qui existe. Et on peut en ajouter d'autres, Vivid, vous avez Zao, vous avez MyEdit, vous en avez plein, beaucoup. Alors, tout dépend, bien entendu, de votre cible. Si vous ne visez que les smartphones, vous prendrez un outil pour smartphone. Si vous ne vous intéressez pas à Android, vous vous intéresserez surtout donc à la cible iOS de Apple, etc. Donc, ce sont des outils qui marchent très bien, hein. Mais c'est un travail compliqué. Et on ne peut pas faire ça en dilettante, hein. C'est quand même des choses qui sont complexes, qui peuvent demander beaucoup de temps. Et peut-être qu'on a peut-être autre chose à faire que de se lancer dans de la fabrication de ce genre de vidéos. Enfin, bon. Alors, pour terminer sur cette rapide présentation donc, des fakes en tout genre, hein, il faut absolument parler des clonages de voix. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici, qui sont donc des faux. Mais c'est des faux vrais. C'est-à-dire que après tout, si j'ai envie d'illustrer quelque chose sur mon site internet, peut-être que pour faire rire tout le monde, j'ai utilisé la voix de quelqu'un d'autre, hein. Bon, et ça, vous avez des outils qui sont assez extraordinaires et d'une simplicité d'usage. Alors là, cette fois-ci, qui est fantastique. Par exemple, vous avez des outils tels que Voxbox. Vous avez ici donc l'écran. Vous prévoyez donc une phrase, hein, une phrase ou un texte relativement long. Vous choisissez la forme on va dire, de voix que vous voulez emprunter, et puis vous le lancez. Alors, ça peut demander quelques temps, hein, quelques secondes, voire quelques minutes, et puis vous vous retrouvez avec un texte qui est le texte d'origine, mais traduit, si vous voulez, vous trafiquez avec cette voix-là. Et vous en trouvez énormément. Alors, j'ai fait des exemples, j'ai fait des essais avec de nombreux outils, avec par exemple Vidnose, Respeecher également. Donc, vous avez toute une série qui existe. La plupart du temps, ce sont des outils qui sont sur le cloud,
qui ont une version gratuite, mais également une version premium, et donc là, qui sera donc payante. En général, ce sont des outils qui vous permettent de faire des séquences, mais comme vous ne pouvez pas stocker en général les séquences en question, donc finalement, ça ne vous sert pas à grand-chose et vous devez passer donc à la version premium. Donc on est capable encore là aussi de trafiquer. Ouais, c'est une autre forme, on va dire, de on va dire euh, transformation donc anormale. Alors, la génération de temps réel, je vous ai dit que ça, c'est le vrai danger. Et c'est de ça dont il faut se souvenir, parce que la vraie difficulté, ça sera donc de pouvoir parer à l'inconvénient de ne pas pouvoir dire au moment où j'appelle quelqu'un, il n'est pas ce quelqu'un réellement. C'est un artefact. Euh, Ça se fabriquera de la même manière qu'aujourd'hui, comme pour une vidéo faite en différé. C'est-à-dire pareil, avec des fichiers construits, mais cette fois-ci des fichiers de référence construits en temps réel. Vous voyez, par exemple, je pose une question, eh bien, il faut qu'en temps réel, il puisse faire un découpage. Vous savez ce que l'on fait très bien maintenant avec des algorithmes d'intelligence artificielle. On découpe en petits morceaux. Vous voyez, donc ça, on sait faire tout ça de manière à comprendre déjà la question qui est posée. Et donc, on peut anticiper même pour commencer à répondre. Alors, si vous répondez au bout d'un quart d'heure, évidemment, la personne qui est de l'autre côté va se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vous répondez avec peut-être un léger décalage, peut-être allez-vous l'attribuer au téléphone qui ne marche pas bien, vous voyez, ou ouais, des bruits, on ne sait pas trop. Peut-être que vous ne serez pas forcément donc alerté par ça. Si vous voulez, aujourd'hui, on va fabriquer donc on va dire des référentiels de tout ça. Aujourd'hui, les algorithmes existent, la manière de procéder existe, qui ne sera pas très différente de celle qu'on a évoquée donc, précédemment. Hein. On, on fera des référentiels de mouvements donc de face, de visage. On pourra donc injecter du son parce qu'on sera soit au téléphone, soit également donc en vidéo. Mais ça, c'est pas possible de le faire en temps réel aujourd'hui. Pas possible. Aujourd'hui, la fabrication d'une vidéo, une fake vidéo, une deep fake, ça peut demander 3 semaines, un mois. Là, on vous dit, il faut que ce soit du temps réel. Alors évidemment, ça ne sera pas la même chose. Hein. Et donc, je pense qu'on ne saura pas faire avant, à mon avis, de nombreuses années. Mais comme on voit apparaître aujourd'hui des algorithmes, mais surtout donc des processeurs dédiés à ce genre de choses, je me dis qu'après tout, on va encore être étonné et que finalement, les choses arrivent beaucoup plus rapidement qu'on a pu l'imaginer. Chers amis, le vrai danger, il est là. Les fausses vidéos sont très gênantes, d'accord, mais c'est plus gênant pour les victimes. Hein. Mais le vrai danger, il est là. Un jour viendra peut-être, où on ne saura pas à qui on a affaire, et comme sur cette image, on aura affaire peut-être à on va dire des artefacts, mais qui apparaîtront sur votre écran, ou qu'on entendra sur le téléphone comme étant des vraies personnes. Il faudra que ça fonctionne en temps réel. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Quand ce sera possible? 10 ans, 20 ans, sachant qu'on se trompe toujours dans ces évaluations et que ça arrive toujours beaucoup plus tôt qu'on se l'imagine. Pour terminer, je ne pouvais pas évidemment manquer de faire référence à cette description qui est la même hein, d'Orwell dans son livre extraordinaire, donc 1984. Hein. Alors je vous rappelle juste en 2 mots, mais parce que je pense que vous connaissez très bien cette affaire-là. Vous savez, ce livre 1984, écrit par George Orwell, qui était un militant communiste. Et dans la première partie, il décrit le monde donc de Big Brother, et dans l'autre, c'est plutôt un pamphlet politique. Mais la première partie est très intéressante hein, et qui explique donc la vie d'un dénommé Winton Smith qui travaille au ministère de la Vérité, ce qu'on appelle le MINVER. Hein. Alors, il reçoit tous les jours en permanence, donc par un équipement qui s'appelle un phonoscript. On lui dit voilà ce que tu dois, voilà comment tu dois changer la vérité du moment, parce que la vérité n'est pas celle d'hier, c'est la vérité du moment. Alors, les ennemis changent du jour au lendemain. Alors, en fait, il détruit le passé et il ne fait donc que ça. Parce que seul le présent donc, a donc de l'importance. Il a détruit tous les documents, il a tout falsifié, etc. etc. En fait, et en plus, il est surveillé donc en permanence. Hein.
Et c'est absolument, on va dire, fascinant comme description, parce qu'en fait, vous savez, hein, je l'ai dit souvent, si vous fermez un peu les yeux, vous remplacez donc le phonoscript par une télévision, oui, les instructions par des algorithmes, finalement, on est dans une situation qui est à peu près comparable. Donc, je pense qu'il n'est pas de mauvaise politique, c'est le cas de le dire, si, de relire ce livre-là, qui est absolument un chef-d'œuvre. Mais encore une fois, c'est surtout la première partie qui me paraît intéressante, la seconde étant, elle, beaucoup plus contestable. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette présentation. Je vous rappelle donc les futures présentations qui vont arriver chez nous. Donc le 22 mars, vous aurez une présentation des transports du futur, absolument fou. Vous verrez que je suis très favorable au remplacement des pilotes par des algorithmes. Alors, par contre, j'y crois beaucoup et je vous expliquerai donc pourquoi. Bon, voilà donc pour ce sujet que je voulais traiter, hein. Bon, c'est vrai qu'on est environné par des tas de choses qui sont des faux, c'est évident, hein. On ne va pas non plus se suicider, hein, mais il faut quand même en avoir conscience. Et peut-être faudrait-il de temps en temps se reposer quelques questions et se dire, dans le cadre de mon travail, qu'est-ce qui est risqué, qu'est-ce qui est moins, quels sont les risques que je prends dans les différentes phases de mon travail. Vous savez, moi, j'y suis pour rien. On a fabriqué, nous, à l'essai, hein, pour voir ce que ça peut donner, on a fabriqué des fausses vidéos, enfin une fausse vidéo. Je ne suis pas particulièrement fier de ça, mais elle n'est pas dans le commerce, elle n'était pas destinée à dénigrer une personne donnée. Non. Mais je me suis rendu compte que c'est quand même quelque chose de difficile à faire. Mais voilà un domaine, chers amis, où il faut aller. Il faut commencer à s'y intéresser. Il faut commencer à faire des petites choses, regarder à quoi vous avez affaire et ne pas se retrouver dans un monde que l'on ne comprend plus. Il faut essayer d'être un petit peu à l'aise avec tout ça. Ne pas tout sous-traiter, le faire un peu soi-même, faire des tests, vous voyez, des tentatives, même si c'est pas bien, ça fait pas grave, mais voir comment ça marche. C'est une recommandation qui, à mon avis, ne pourra que vous être utile. En attendant, chers amis, je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver donc prochainement aussi nombreux lors de notre prochain webinaire, qui, je vous le rappelle, est consacré donc aux moyens de transport donc du futur. Et là aussi, c'est pas triste.